Alors bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui je poste la 4e vidéo sur l'affaire du pull vert rouge, dite du pull vert rouge, qui narrait en fait le meurtre de la petite Marie-Dolores Rambla le 3 juin 1974 à Marseille, l'arrestation de Christian Ranucci, son présumé meurtrier, reconnu coupable aux assises en 1976, condamné à mort et exécuté. Et donc en 1978, Gilles Perrault avait écrit un livre, Le pull vert rouge, où il tentait de démontrer l'innocence de Christian Ranucci. Donc j'avais abordé, donc il y a 2 livres en fait qui lui ont répondu depuis, le livre de Gérard Bouladou, et puis le livre dernièrement de Jean-Louis Vincent, donc je vous conseille de les lire sur cette affaire. Alors, on avait parlé notamment du problème de la voiture, 51100 ou 304 Peugeot coupé, on avait parlé du fameux paquet volumineux, et là, je vais vous parler du couteau meurtrier. Alors, lorsque le 5 à 18h30, Christian Ranucci est interpellé à Nice, il est covoituré jusqu'à Marseille, jusqu'à, je veux dire, la sûreté urbaine de Marseille, où il va être, à partir du 6 au matin, il va être auditionné par les policiers de la sûreté urbaine de Marseille. Et en début d'après-midi, lorsqu'il va être confronté aux époux Aubert, qui disent l'avoir vu en fait s'arrêter au bord de la route et partir dans la colline avec un enfant, il va craquer et il va avouer son meurtre. Donc c'est bien lui qui a tué la petite Marie-Dolores Rambla. Et il va indiquer qu'il l'a poignardée et qu'il a enfoui le couteau dans un tas de fumier juste à côté de la galerie de la Champignonnière. Alors, lorsque les policiers connaissent ces informations, ils donnent des indications en fait à la compagnie de recherche des gendarmes d'Aubagne, qui va se déplacer près de la Champignonnière et qui va sonder ce tas de fumier avec notamment une poêle à frire, c'est avec une poêle à frire, qui détecte en fait le métal. Alors je vous lis le PV, le procès-verbal de saisie qui a été signé par l'adjudant Monin, qui est daté du 6 juin 1974 à 20h. À 17h30, nous nous transportons sur un terre-plein précédant l'accès à la Champignonnière, où à l'aide d'un appareil de détection électromagnétique, nous effectuons des recherches au fin de découvrir un couteau ayant servi à Ranucci pour commettre son crime. Après plusieurs recherches, nous découvrons ce couteau enfoui dans du fumier, sous 20 cm d'épaisseur, dans la partie nord-est du tas de fumier. Nous saisissons ce couteau que nous plaçons sous scellé numéro 8. Ce couteau placé sous scellé est remis le 7 juin, c'est-à-dire le lendemain, au commissaire Alessandra, suivant Bordeaux. Bon. Alors, je n'ai pas repris le PV in extenso parce qu'il y a des formules administratives, mais globalement, l'adjudant Monin écrit noir sur blanc que le couteau a été découvert le 6 dans l'après-midi, et plus particulièrement à 19h25, sur les indications de Christian Ranucci. Alors Gilles Perrault s'est étonné que les gendarmes aient mis 2 heures pour découvrir ce couteau, alors que Ranucci leur avait donné des précisions, des indications pour le retrouver. Il s'avère que ce tas de fumier en fait est assez vaste, qu'il est jonché, perclus de déchets métalliques, et que la poêle à frire n'a pas arrêté de sonner. Et donc les gendarmes ont même par radiotéléphone joint les VG à Marseille pour demander plus de précisions. Ranucci les a données. Il a dit que le couteau était à côté de l'entrée de la galerie de la Champignonnière, à côté d'un petit tas de pierres, et donc les gendarmes ont découvert ce couteau à 19h25. Donc il a été mis sous scellé, qui a été envoyé à Marseille, à la sûreté urbaine, le lendemain. Alors Perrault s'est étonné d'ailleurs que les policiers de Marseille n'amènent pas Christian Ranucci sur le lieu du crime, parce qu'il aurait trouvé évidemment plus facilement, plus vite le couteau. Il s'avère que Ranucci a été interpellé la veille à 18h30 à Nice, que le début de la recherche du couteau s'est fait le lendemain à 17h30, c'est-à-dire 1 heure avant la fin de sa garde à vue. La juge Di Marino n'a pas voulu prolonger la garde à vue, et donc elle n'a pas risqué d'envoyer Ranucci à Aubagne, parce qu'il était 17h30, parce qu'il aurait pu dépasser le temps de sa garde à vue, ce qui aurait été un motif, en fait, pour casser la découverte, la procédure et la découverte du couteau. Donc, la juge n'a pris aucun risque.
Mais Gilles Perrault va s'attaquer notamment à des dates qui ne le conviennent pas. En effet, dans Le Pull vert rouge, son livre de 1978, Perrault s'étonne que le couteau n'ait été découvert a été découvert par la gendarmerie le 6 juin à 19h25, mais que sur l'étiquette rattachée au scellé numéro 8, où il y a le couteau, ce n'est pas la date du 6 juin qui apparaissent, mais la date du 5 juin. Et donc Perrault se dit, les gendarmes nous ont menés en bateau, en fait, cette date prouve qu'ils avaient déjà le couteau le 5 juin, et donc il sous-entend quasiment une sorte de petit complot gendarmo-policier pour mettre le couteau ensanglanté sur le dos de Ranucci. Mais là, Gérard Bouladou, inspecteur de police, et Jean-Louis Vincent, commissaire de police, qui ont écrit, je vous l'ai dit, 2 livres critiquant l'argumentaire de Perrault, affirment en chœur que Perrault raconte n'importe quoi, qu'il ne connaît rien au code de procédure pénale, et qu'en fait cette date du 5 juin qui est marquée sur le scellé n'est pas la date de découverte du couteau, mais la date du début de la procédure. C'est comme ça qu'on fait chez les gendarmes. Voilà, donc il y a une réponse qui est assez claire. Deuxième document, lui, un peu plus, je dirais, polémique, si je puis dire, c'est que le 6 juin 1974, donc bon, Ranucci a avoué, on a découvert des objets dans la voiture de Ranucci, notamment un pantalon de couleur anthracite taché de sang, que Ranucci reconnaît être le sien, une seringue hypodermique et d'autres objets sans importance. Et donc, l'inspecteur divisionnaire Jules Porte va dresser un procès-verbal de saisie qui va lister les objets saisis dans la voiture de Ranucci. Il est daté du 6 juin 1974 à 17h30. Mais comme on a vu que l'adjudant Monin a découvert le couteau à 19h25, à la fin du PV de Monin dit « Le couteau sera remis le lendemain à Marseille, au commissariat à la sûreté urbaine. » Et donc le lendemain, en fait, Porte, qui va avoir d'autres objets que lui ramènent en fait les gendarmes, dont le couteau, au lieu de faire un nouveau PV daté du 7 juin, il va prendre son PV de la veille, va sauter 2 ou 3 lignes et va refaire une autre liste avec les objets découverts le 6 en fin d'après-midi, dont le fameux couteau. Mais il ne va pas faire un rajout de date. Ce qu'il aurait dû faire. Alors, est-ce que c'est une erreur de procédure? Apparemment non, puisque si ça avait été une erreur de procédure, évidemment les avocats de Ranucci auraient fait casser en fait ce procès-verbal. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard, en fait, dans la procédure de réhabilitation de Christian Ranucci, les magistrats ont considéré que ce n'était pas, en fait, une erreur de procédure, mais que ce soit Gérard Bouladou ou Jean-Louis Vincent, les deux disent que Porte s'est montré un peu léger, nonchalant sur cette affaire et qu'il aurait dû faire un nouveau procès-verbal. En fait, il a pris le procès-verbal de la veille, il a rajouté les nouveaux objets qui lui ont été apportés par la gendarmerie. Mais on voit bien qu'il y a 2 listes différentes. Alors, par contre, il est beaucoup plus simple de s'intéresser à ce que dit le principal intéressé, c'est-à-dire Christian Ranucci, qui est quand même accusé du meurtre d'une fillette. Alors, lors de ses aveux, le 6 juin 1974, en début d'après-midi, Ranucci par la suite va donner des indications aux policiers, je l'ai déjà dit, qui vont permettre aux gendarmes de trouver le couteau. Le 24 juin 1974, lorsqu'il y a la reconstitution, il y a les avocats de Ranucci, Christian Ranucci, sur la scène de crime, va montrer, sans hésitation, où il avait enfoui le couteau. Bon, je veux dire, il n'y a pas de problème. Autant il n'a pas voulu remimer, je dirais, le crime, autant il a, sans problème, indiqué le tas de fumier où il avait enterré le couteau. Mais le 27 décembre 1974, lorsqu'il passe pour la dernière fois devant la juge Di Marino, qui va lui rappeler toute l'enquête en fait, ses aveux, les enquêtes, Christian Ranucci va se rétracter. Il va dire à la juge, non, écoutez, je ne me souviens plus, j'ai avoué parce que j'avais beaucoup de pression, mais en fait je n'ai pas tué la fillette. Mais curieusement, étonnamment,
Ranucci va réitérer, va réaffirmer que le couteau ensanglanté, donc le couteau tueur, lui appartient bien, et que c'est sur ces indications que les gendarmes ont retrouvé le couteau. Donc c'est assez bizarre, quelque part, de se dire innocent du meurtre de Marie-Dolores Rambla, tout en affirmant que le couteau ensanglanté qui a tué la fillette lui appartient. Je veux dire, c'est complètement contradictoire. Et d'ailleurs, je tiens à ajouter que Gilles Perrault, dans une émission de télévision en Belgique, avait affirmé que ce couteau taché de sang n'avait pas été expertisé, ce qui est un gros mensonge, comme le précise Jean-Louis Vincent dans son dernier livre, parce que le couteau, évidemment, a bien été expertisé par 2 experts, me semble le docteur Olivier, qui est un hématologue extrêmement connu, spécialiste du sang, et par le médecin légiste, le docteur Vuillet, qui avait autopsié la fillette. Et les 2 experts sont unanimes. Le couteau est bien taché de sang, et ce sang est du même groupe sanguin, le groupe A, que la victime, Marie-Dolores Rambla. Donc, même l'avocat, Maître Le Forcené, reconnaît que c'est certainement le couteau qui a tué la petite. Mais plus fort encore, dans son livre qu'il a écrit, Maître Le Forcené, qui a été un des avocats de Ranucci, l'autre était le très connu Paul Lombard. En 2006, Le Forcené écrit Le fantôme de Ranucci. Et il raconte une anecdote assez incroyable. Je vais vous lire in extenso ce qu'il a écrit, page 100. Le couteau, ça c'est Le Forcené qui écrit, hein. Le couteau était à lui. Au-delà des conditions discutables de sa saisie, c'était possiblement l'arme du crime. J'attirai donc son attention là-dessus. Évidemment, pas pour l'inciter à mentir, mais pour voir si je susciterais une complicité, une sorte de clin d'œil, qui aurait pu m'éclairer sur son degré de sincérité. Mais ce couteau vous appartient. Il m'a écouté très sérieusement, a réfléchi un instant. Vous avez raison, m'a-t-il répondu. Ça c'est Ranucci qui parle. Hein. Peut-être vaut-il mieux dire qu'il n'est pas à moi. Mais bon, c'est vrai qu'il est à moi. Bon, je vois pas pourquoi Le Forcené, 30 ans après, aurait raconté ça. Évidemment, cette anecdote, elle est terrible à l'encontre de Christian Ranucci. C'est-à-dire que Ranucci comprend que ce couteau est un élément à charge terrible, et que s'il réitère encore une fois devant les assises que ce couteau lui appartient, sa culpabilité est acquise. Et donc évidemment au procès, en mars 1976, lorsqu'on va lui demander « Mais Christian Ranucci, ce couteau ensanglanté vous appartient ?» il aura cette réponse lapidaire, négatif. Mais pendant 1 an et demi, que ce soit devant les policiers, devant la juge Di Marino, et que ce soit devant son avocat, Maître Le Forcené, pendant 1 an et demi, il dira toujours que ce couteau lui appartient, et que c'est sur ces indications que les gendarmes l'ont trouvé. C'est pas ce négatif au procès, parce qu'il avait compris que s'il continuait dans sa version, il était foutu, qui va faire croire que ce couteau, en fait, ne lui appartenait pas. Ce couteau appartenait à Christian Ranucci. Voilà, je vous remercie, à bientôt.